D'un dossier progressif, le dossier de la petite Lily Rose, qui vient vous voir en consultation pour une difficulté à s'alimenter depuis 2 jours, associée à une fièvre à 39. Lily Rose a 22 mois, elle pèse 11 kilos, elle n'a pas d'antécédents particuliers, elle est souriante, elle joue, mais elle mange seulement la moitié de ses portions habituelles. La question est, en consultant le carnet de santé de Rose, vous constatez qu'elle a eu 2 injections de vaccin hexavalent à l'âge de 2 et 4 mois et n'a pas encore eu de rappel. Donc, la question 1, vous devriez me donner la réponse. Alors, la réponse à la question 1, c'est qu'elle devrait déjà avoir eu un premier rappel. Ensuite, le vaccin hexavalent diminue le risque d'épiglottite de l'enfant et la vaccination contre l'hépatite B est obligatoire pour tous les nourrissons. Donc, c'était ça les bonnes réponses. La deuxième question portait sur l'examen clinique qui montre un érythème pharyngé avec une angine érythémateuse et il existe des adénopathies cervicales infracentimétriques. Et on vous demande, à l'examen clinique, ça vous retrouve un érythème pharyngé avec une angine érythémateuse. Et il existe des adénopathies cervicales infracentimétriques. Donc, il n'y a pas d'indication à faire un test de diagnostic rapide chez Rose, parce que quand vous regardez ce que vous voyez ici, en fait, on s'aperçoit que, en fait, Rose, il est impossible que Rose ait une angine mononucléosique, quoi. Et votre prise en charge en l'absence de complications ne comprendra pas d'antibiotiques. C'est ça les bonnes réponses. Alors, on va aller à la troisième question. Le traitement des angines bactériennes chez les enfants, c'est ça, de plus de 3 ans à TDR positif est, alors, l'association d'Augmentin en première attention. Non. Plutôt le cefpodoxime en cas d'allergie aux pénicillines. Et on peut aussi prescrire des macrolides en cas de contre-indication au bêta-lactamine. Donc, les bonnes réponses étaient B et C. La quatrième question concerne Rose, toujours, qui a une angine d'origine virale que vous avez traitée symptomatiquement. 5 jours plus tard, alors qu'elle s'était améliorée, sa maman la ramène en consultation car elle a du mal à tourner la tête. À l'examen, Rose a une fièvre à 38,6, la palpation cervicale est souple et ne montre pas d'anémie, mais il existe un torticolis droit. À l'examen endobuccal, il existe toujours un érythème oropharyngé sans asymétrie. Donc, qu'est-ce que vous allez prescrire en urgence? Ce qu'il faut prescrire en urgence, c'est d'abord un scanner injecté cervico-facial pour voir s'il y a un abcès en dessous. Ensuite, il faut faire un bilan biologique avec une NFS et une CRP. Et il faut appeler l'ORL de garde pour faire une nasofibroscopie pour regarder ce qui se passe en dessous. Alors, la cinquième question, les signes cliniques pouvant orienter vers un phlegmon périamidalien sont, alors, quelles sont les bonnes réponses? Une hypertrophie amygdalienne unilatérale, non. Plutôt une voussure du pilier antérieur, un trismus et l'apparition d'une otalgie. C'est assez classique dans un phlegmon périamydalien. Ensuite, on va faire la question 6. Donc, vous diagnostiquez finalement un abcès rétropharyngé que vous traitez médicalement par antibiotiques
et l'état clinique s'améliore facilement. La maman de Rose vous demande après l'intervention quelles sont les indications d'amygdalectomie chez l'enfant. Alors, la bonne réponse, c'était la principale indication d'amygdalectomie chez l'enfant est le syndrome d'apnée du sommeil, ça c'est sûr. Et puis aussi, il y a un épisode d'angine compliqué et une indication d'amygdalectomie chez l'enfant de 3 ans. On va aller sur la question 7. Alors, vous avez amygdalectomisé Rose pour des angines à répétition. Lors de la visite post-opératoire, la maman vous demande d'examiner brièvement sa grande sœur, Adèle, qui a 5 ans et qui a l'oreille droite légèrement décollée depuis la veille. Adèle a une otalgie depuis 3 jours, sa température est à 38. Votre examen montre un érythème rétro-auriculaire droit. À l'autoscopie, vous constatez... Alors, qu'est-ce que vous constatez à l'autoscopie? Vous avez le droit de parler, hein? Ben, en fait, on suspecte une otite moyenne aiguë compliquée d'une mastoïdite. Donc, du coup, quand on voit une mastoïdite, on fait un scanner. Et puis, le test de Weber d'Adèle est latéralisé du côté droit. Alors, on va aller sur le dossier 2. Alors qu'il est en vacances, Paul, un patient de 22 ans, vient vous voir en consultation pour une otalgie gauche évoluant depuis 24 heures. Il n'a aucun antécédent particulier, hormis une amygdalectomie, adénolectomie dans l'enfance avec pose d'aérateur transtympanique et une appendicectomie à l'âge de 16 ans. Il est externe en médecine et ne prend pas de médicaments hormis la blocardile. Il fume un paquet de cigarettes par jour, il boit de la bière en soirée et consomme occasionnellement du cannabis. Alors, les éléments cliniques qui doivent vous orienter vers le diagnostic d'otite externe, s'ils sont présents, sont. Alors, je vous laisse un petit peu réfléchir. Alors, au tympan épaissi, pas du tout, hein. Une douleur quand vous touchez le tragus, quand vous tirez en fait, sur l'oreille. Aussi, on voit une inflammation du conduit auditif externe et il peut y avoir une otorhée dans ces cas-là. Alors, la deuxième question. Votre examen clinique montre une otorhée épaisse. Le conduit auditif externe n'est pas inflammatoire et après aspiration des sécrétions, votre examen montre un tympan mat et épaissi avec une poche de rétraction sous-ligamentaire postérieure. Le diagnostic le plus probable, quel est-il? Eh ben, en fait, quand on voit un aspect comme ça, on peut suspecter un cholestéatome de l'oreille moyenne et une otite chronique moyenne. Donc, c'était DE la réponse. Alors, la question 3. Vous suspectez une otite moyenne chronique gauche, peut être compliquée d'un cholestéatome. Quels peuvent être les facteurs favorisants d'une otite moyenne chronique? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut rechercher si à la palpation du voile, on sent un écart, un défaut de fusion en fait sur le voile du palais. Ça peut être aussi lié à une hypertrophie des végétations adénoïdes. Et on va aller jusqu'au cavum pour rechercher s'il n'y a pas une tumeur dans le cavum. Alors, à la question 4, devant la suspicion de cholestéatome chez ce patient, quel examen paraclinique envisagez-vous dans un premier temps? Alors, est-ce que c'est un audiogramme tonal vocal?
Les épreuves caloriques, c'est pourquoi? C'est pour les vertiges, donc ça n'a rien à voir. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut un audiogramme tonal et vocal, ça c'est sûr. Et puis, on doit faire un scanner des rochers pour rechercher le cholestéatome. Il pourra plus ou moins être complété par une IRM en deuxième temps. Alors, on voit l'audiogramme du côté gauche qui est représenté ci-dessous. L'audition est normale à droite. Que révéleront le test de l'audition, pas vos tests acométriques, quoi. Alors, vous devriez avoir un test de Weber latéralisé à gauche et un RIN positif à droite. On va passer à la question 6. Vous avez finalement diagnostiqué le cholestéatome de l'oreille moyenne à l'aide du scanner et opéré Paul, qui va très bien en post-opératoire. 2 ans plus tard, alors que le suivi ne montre pas de signe de récidive, il vient vous voir en urgence pour une grande crise de vertige rotatoire évoluant depuis plusieurs heures, accompagnée de nausées et vomissements. L'examen clinique montre une déviation des index à droite, une marche aveugle latéralisée à droite, un rhombaire latéralisé à droite et un nystagmus horizontal rotatoire gauche. Quels sont les diagnostics possibles? Alors, je vous laisse un petit peu réfléchir. En fait, ça peut être une névrite vestibulaire, ça peut être une maladie de Ménière ou un neurinome de l'acoustique. C'est les 3 possibilités. Ensuite, on va aller sur la question 7. Devant ce syndrome vestibulaire périphérique harmonieux droit, vous diagnostiquez une névrite vestibulaire. Votre bilan étiologique systématique comprendra un ou des examens paracliniques. Lesquels? Alors, la manœuvre de Dix-Solpike, c'est pas du tout ça, quoi. Les sérologies virales, non. Ce qu'il faudra faire, c'est absolument un test audiométrique, tonal et vocal. Et puis derrière, il faut faire une vestibulométrie et une vidéonystagmographie. Bon, alors maintenant, on va aller au DP3. Alors, Monsieur Bruno vient vous voir en consultation pour une adénopathie cervicale droite évoluant depuis maintenant 3 mois. Il a 45 ans, il a 2 enfants, de 9 et 7 ans, il y a un chat. Il a voyagé en Afrique pendant ses études, mais n'a pas quitté la France depuis plusieurs années. Il est pédiatre et travaille dans un cabinet de ville. Il poursuit une consommation quotidienne de tabac, débutée depuis l'âge de 15 ans et occasionnellement du cannabis. Il boit 2 bières par jour et souvent du vin. Il présente une adénopathie unilatérale susclaviculaire droite de 2 centimètres, souple et indolore, unique, avec une augmentation progressive de taille. Il n'a pas d'altération de l'état général. Votre examen clinique ne met pas en évidence de lésions endobuccales ni pharyngolaryngées. Le reste de la palpation est sans anomalie. Alors, quels examens seraient pertinents dans, dans cette situation clinique? Alors, il faut faire absolument un bilan biologique standard avec NFS, VSCRP. Il faut faire des sérologies HIV, grippe du chat, une radio pulmonaire face et profil, une recherche de tuberculose avec un quantiferon et une IDR, et enfin une imagerie cervicale type échographie ou TDM injecté. Donc toutes les réponses étaient bonnes. Alors, on va aller à la question 2. Votre patient a un risque de développer un carcinome de BDADS. Pourquoi? Bah,
Généralement, c'est l'alcoolisation et le tabagisme chronique qui sont responsables des carcinomes des VADS, donc ça c'est bon. Le fait qu'ils consomment du cannabis est encore plus cancérigène que le tabac, ça c'est vrai. Et puis ensuite, les cancers des VADS induits par l'HPV sont en recrudescence chez les patients à partir de 40 ans. Donc ça, c'était les trois bonnes réponses. Donc c'était A, B, D. Ensuite, on va aller à la question 3. Vous décidez de réaliser une cytoponction de son ganglion. Les résultats cytologiques sont en faveur d'un cancer thyroïdien de type papillaire. Quels seront les éléments pertinents de votre bilan préthérapeutique? Enfin, devant un carcinome papillaire, la première chose à faire, c'est de faire un dosage de TSH. Il faut aussi regarder la calcémie. Il faut faire une fibroscopie pour regarder s'il y a une compression ou pas. Et puis une échographie thyroïdienne. Donc, pas du tout un problème de NEM2. Alors, à la question 4, vous décidez de réaliser une thyroïdectomie totale associée à un curage récurrentiel et jugulo-carotidien droit. En post-op immédiat, le patient présente une dyspnée laryngée aiguë. Les caractéristiques d'une dyspnée laryngée peuvent être, quand c'est laryngé, c'est inspiratoire. Ensuite, on peut avoir un tirage sus-sternal, un tirage sus-claviculaire et un cornage. Donc ça, c'était les trois bonnes réponses. A, C, D, E, quoi. Alors, on va aller sur la question 5. Alors, le patient présente une détresse respiratoire aiguë avec une bradypnée inspiratoire et une désaturation. Vous suspectez une paralysie récurrentielle bilatérale. Quelle est votre conduite en urgence? Donc, en fait, quand il y a une détresse respiratoire aiguë, le traitement médical n'est pas efficace. Donc, du coup, soit on fait une intubation du patient en urgence, soit on lui fait une trachéotomie si l'intubation est difficile. Alors, la dernière question. Après plusieurs mois, la mobilité laryngée est revenue du côté gauche, mais le patient reste diphonique. Vous décidez de lui prescrire des séances d'orthophonie. Quel sera le but de cette prise en charge? Alors, c'est faire le bilan de l'atteinte phoniatrique, ça c'est sûr. Ensuite, il faut mettre en route une prise en charge visant à compenser le déficit de mobilité laryngée. Il faut limiter la mauvaise utilisation laryngée avec forçage vocal. Il faut participer à rééduquer la déglutition du patient en cas de fausse route associée. Et puis, il faut réapprendre la coordination pharyngo-laryngée. Alors maintenant, on va aller au KFP1. Alors qu'elle sortait de son travail, Madame D s'est fait percuter en traversant par un scooter et a violemment chuté. Elle a présenté un traumatisme facial avec une épistaxie, un œdème et un érythème palpébral gauche et une autoragie gauche. Parmi les prépositions suivantes, laquelle ou lesquelles vous semblent exactes? Alors, une autoragie gauche peut être causée par une fracture de l'os tympanal, ça c'est vrai. Ensuite, un emphysème subcutané vous fera suspecter une fracture sinusienne. Et la troisième réponse, c'était que, en fait, il fallait, enfin, c'était A, B, C les réponses. C'est pas du tout un Lefort 3. Lefort 3, c'est vraiment une fracture qui disloque toute la face. Donc, c'était les trois premières réponses.
Alors, vous recevez l'examen ci-dessous. Alors, il s'agit d'un scanner en coupe. Alors vous allez dire, il s'agit d'un scanner en coupe faciale. Alors, qu'est-ce que vous repérez tout de suite? Enfin, ça se voit comme au milieu de la figure, là. On voit qu'il y a une fracture du plancher orbitaire avec de la graisse orbitaire qui passe en dessous, là. Donc, la bonne réponse, c'était C. Alors, ensuite, on va à la troisième question. L'épistaxie de la patiente est abondante. Les premières mesures à prendre rapidement sont quoi? Alors, quand quelqu'un présente une épistaxie abondante, le premier truc à faire, c'est de prendre l'attention. C'est absolument indéniable. Et ce qui est très important, c'est de faire un tamponnement d'emblée antéro-postérieur. Donc, la bonne réponse était A et C. Maintenant, on va faire le QFP2. Alors, un enfant de 2 ans arrive aux urgences pour une suspicion de syndrome de pénétration avec une cacahuète. Quels sont les signes qui vous signent la gravité à rechercher? Bah, la cyanose, ça c'est sûr, les sueurs, la pâleur et puis surtout les troubles de conscience. Donc ça, c'était les bonnes réponses. C'était A, B, C, D, les bonnes réponses. Alors, l'enfant respire normalement et joue avec son camion. L'auscultation pulmonaire est normale. Parmi ces propositions, vais choisir une des réponses. Donc, attendez, là, c'est décalé. Voilà. Alors, la question 2. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est à la maison et que la cacahuète est passée dans les mauvaises voies? Bah, on peut faire une manœuvre d'Heimlich, c'est-à-dire se mettre derrière et puis appuyer très violemment sur l'abdomen pour faire remonter ce qui se passe. Et ensuite, faire une endoscopie trachéobronchique, même si l'enfant se porte bien et si la radio du thorax est normale. C'est ça les bonnes réponses. Alors, on va faire le KFP3 maintenant. Madame L, 57 ans, tabagique, enseignante de français en sixième, présente une dysphonie depuis 5 semaines sans dysphagie, sans dyspnée. Elle n'a pas de reflux, elle présente un antécédent d'allergie à la pénicilline. Alors, la question, c'est quels sont les éléments de l'examen clinique à réaliser en première intention? Là, il faut lui faire une palpation cervicale, ça c'est sûr. Il faut faire un examen au miroir de Clark. Il faut faire une nasofibroscopie pharyngolaryngée. Il faut peser le patient et regarder son examen bucco-dentaire. Alors, la deuxième question. Donc, vous visualisez une tumeur bourgeonnante quand vous faites la nasofibroscopie de la corde vocale avec une mobilité réduite a priori, avec une mobilité a priori conservée, pardon, de la corde vocale. Alors, parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies? Alors, la bonne réponse, c'était le point C désigne l'arythénoïde et le point D
désigne le sinus piriforme? Les sinus piriformes, c'est des sortes de chaussettes qu'on déplisse, nous, avec les laryngoscopes pour regarder tout le sinus piriforme. Alors, la troisième question. Quels sont les examens complémentaires qui peuvent être pertinents? Alors, quand on voit comme ça quelque chose de très suspect, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut aller faire une laryngoscopie en suspension avec des biopsies, ça c'est évident. On peut faire une stroboscopie et en dernier, on peut faire un scanner du larynx avec injection. Alors ça, c'est un autre KFP. Une patiente de 29 ans va me consulter car elle se plaint d'une pesanteur faciale avec rhinorrhée sale droite et de la fièvre depuis 4 jours à la suite d'un rhume banal. À l'examen, vous visualisez du pu au méa moyen. Alors, quel est votre diagnostic? Alors, là, je vous ai mis la réponse. C'est une sinusite maxillaire droite aiguë qui n'est pas compliquée. Donc, quand c'est pas compliqué, il n'y a aucun examen à faire sur la question 2. Donc, il s'agit d'une sinusite maxillaire droite, aiguë, non compliquée, purulente, pour laquelle aucun examen complémentaire n'est nécessaire. Quelles sont les bactéries le plus souvent présentes? Bah, la plupart du temps, ça peut être du pneumocoque qui peut être présent, ça peut être de l'hémophilus et ça peut être une Moraxella catarrhalis. Parce que ces germes-là sont rarement présents dans cette région-là. Alors, on va aller à la question 4. Quels sont les éléments recommandés du traitement pour cette patiente? Ben, on va lui demander de faire des lavages de nez et on va lui donner de la piostacine 1 gramme fois 2. Alors, comme au départ, on vous a parlé qu'elle était allergique à la pénicilline, vous ne pouvez pas lui mettre de l'amoxicilline. Donc, c'est de la piostacine que vous mettrez. Voilà. Alors, le KFP5, il est là. Alors, Madame B, 45 ans, vous consulte car elle dit entendre moins bien de l'oreille droite depuis 3 mois environ. Donc, voici son otoscopie de l'oreille droite. Alors, on pense à quoi? La plupart du temps, c'est un dysfonctionnement tubaire qui est responsable d'otite séreuse. Donc, c'est vraiment l'otite séreuse qu'il faut rechercher. On va aller sur la deuxième question. Alors, ça, c'est le résultat de l'audiogramme et de la tympanométrie. Quelles sont les propositions exactes? Alors, on vous demande s'il s'agit d'une surdité de transmission droite, une surdité de perception droite. La courbe avec les croix représente la conduction aérienne. La courbe avec les cercles représente la condition osseuse. La tympanométrie est normale. Donc, la bonne réponse, c'était une surdité de transmission droite, parce qu'on le voit bien, puisqu'il y a un écart entre la courbe osseuse et la courbe aérienne. Alors, comment on complète cet examen? Bah, la meilleure façon de compléter cet examen,
c'est d'aller regarder en nasofibroscopie son cavum pour vérifier qu'il n'y a pas une masse dans le cavum qui bouche la trompe de Eustache, en fait. Maintenant, on va faire des QRM. Alors, le QRM 1. Une fracture du rocher peut entraîner quoi? Une surdité de transmission, c'est possible s'il y a du liquide derrière le tympan. Une surdité de perception si les osselets ont été abîmés. Ça peut aussi entraîner un syndrome cochléo-vestibulaire déficitaire du même côté. On peut voir un hémotympan, c'est-à-dire du sang derrière le tympan, et on peut avoir une paralysie faciale totale. Alors, le QRM2, concernant les corps étrangers œsophagiens, quelles sont les propositions exactes? Ah, ça a décalé. Alors, le bilan comprend systématiquement une radiographie de face et profil. Bah oui, parce que comme ça, vous voyez ce qui se passe au niveau de l'œsophage. Toute dysphagie œsophagienne d'apparition brutale avec hypersialorée impose une exploration endoscopique. Ça, c'est absolument vrai. Donc, c'est important d'avoir mis A et B, quoi. La question 3. À minuit, une maman vous amène son enfant d'1 an et vous décrit un syndrome de pénétration avec une pile bouton. L'enfant respire normalement et joue avec son camion. Le squeletton pulmonaire est normal. La radio confirme la présence d'une pile ronde au niveau de la bronchouche droite. Alors, qu'est-ce qui est capital devant une pile bouton? En fait, c'est une urgence, la pile bouton. Parce que la pile bouton, en fait, elle peut provoquer une érosion chimique des voies aériennes. Donc, en fait, il faut la retirer le plus vite possible. Et le siège du corps étranger est le plus souvent bronchique dans 60% des cas, trachéal dans 15% des cas et laryngé dans 10% des cas. Donc, en cas de corps étranger avec un patient asphyxique, quelles sont les propositions exactes à faire en urgence? Ah, c'est encore décalé. Il faut pratiquer une manœuvre de Demlich. Ben oui, tout à fait. Et si la manœuvre Demlich ne suffit pas, il faudra faire une trachéotomie si nécessaire. Alors, on va voir la question 5. Quels sont les éléments à rechercher à l'interrogatoire devant l'apparition d'une dysphonie? Alors, il y a l'intoxication alcool-tabac. Pour chercher la profession du patient, absolument. On peut rechercher s'il y a eu des antécédents de traumatisme laryngé ou d'intubation. On peut avoir des signes cliniques associés comme une dysphagie, une odynophagie ou une dyspnée. Et, attendez, ouais, ah oui, voilà. Et on peut faire une ventilation par pression positive continue. Alors, non, c'est pas ça. Et voilà, c'était. Est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait un reflux? C'est possible. Le reflux peut aussi entraîner des problèmes. Et puis l'ancienneté du problème. Alors, à la question 6, un jeune garçon de 19 ans est amené pour une épistaxis abondante intermittente survenue après une chute en skate.
Que devez-vous suspecter en priorité? Donc, faut vraiment regarder quand vous parlez d'une épistaxis, quand c'est une épistaxis abondante, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Donc, la bonne réponse, c'était la fracture de la base du crâne avec rupture de la carotide interne dans le sinus caverneux. Ça peut tout à fait être possible. Alors, le QRM7. Quels sont les signes pouvant faire évoquer un syndrome d'apnée du sommeil? Ben, le ronflement, il y a les sueurs nocturnes, il peut y avoir une nicturie, c'est-à-dire d'aller aux toilettes régulièrement, et puis on peut avoir des céphalées matinales. Alors, le QRM8. Parmi les propositions suivantes, quel est l'examen recommandé pour confirmer une suspicion du syndrome d'apnée du sommeil simple? Eh ben, en fait, c'est la polygraphie ventilatoire qui est indispensable à faire quand on recherche un syndrome d'apnée du sommeil. Alors ensuite, on va aller au 9. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des complications du SAS? Ben, généralement, c'est des gens qui sont dépressifs parce qu'en fait, ils ont des coups de barre tout le temps dans la journée. Souvent, ils sont hyper tendus et ils peuvent avoir un syndrome coronarien aigu. Ensuite, on va aller au 10. On va le faire sauter d'une page. Parmi les propositions suivantes, quels sont les traitements possibles pour le SAS de l'adulte? Ben, souvent, on leur demande de perdre du poids. Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, quand on maigrit aussi de la base de la langue. Et c'est ça qui est responsable d'une amélioration du patient. On peut aussi voir la profession du patient. On peut lui faire une amygdalectomie. On peut lui faire une orthèse d'avancée mandibulaire en fonction de la polygraphie nocturne. Et on peut aussi faire une ventilation par pression positive. Alors, le QRM 11, quelles peuvent être les causes de baisse auditive chez la personne âgée? Ben, on peut avoir une otite chronique, on peut avoir une presbyacousie, on peut avoir une otospongiose et on peut avoir un bouchon de cérumen. Donc, tout est possible. Le QRM 12, parmi les propositions suivantes, en cas de surdité de perception asymétrique chez la personne âgée, quels sont les examens à réaliser? Bah, il va falloir faire un audiogramme vocal pour voir comment va le patient. Il faudra lui faire une tympanométrie et il faudra lui faire faire une IRM cérébrale pour rechercher s'il n'y a pas un neurignome de l'acoustique. Alors, le QCM 13. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes? Quels et où sont les signes cliniques suivants? Celui ou ceux qui évoquent une paralysie récurrentielle bilatérale. Bah, une paralysie récurrentielle bilatérale, ça entraîne toujours une dysphonie. Donc, c'est ça qu'il fallait répondre. C'était la réponse A.
Alors, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes? Parmi les attitudes suivantes, laquelle adoptez-vous en présence d'une épistaxis bénigne? En fait, il faut demander au patient de se moucher, puis après, on fait une compression bidigitale pendant 10 minutes. Alors, le dernier QCM. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes, devant une tuméfaction latéro-cervicale sous-digastrique dure survenant chez un homme de 65 ans alcoolo-tabagique qui se plaint d'une otalgie homolatérale, quel examen doit être demandé en premier? Donc, vous avez cyalographie, biopsie exérèse ganglionnaire, cytoponction ganglionnaire, scintigraphie thyroïdienne ou bilan clinique endoscopique des VADS. La bonne réponse, c'était la E, parce qu'il faut absolument rechercher s'il n'y a pas quelque chose qui explique son otalgie bilatérale en allant regarder toutes les voies aérodigestives supérieures. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne chance pour les ECN. Ah bah, j'ai pas vu ça. Non, la manœuvre de Anish, en fait, ça fait remonter le corps étranger vers le haut. Il y a pas de, ça peut pas faire bouger le corps étranger et faire aller ailleurs, donc il n'y a pas de problème. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.